Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 60. Aujourd'hui, on se penche sur l'une des crises les plus explosives qui a secoué le paysage médiatique français ces dernières années, l'affaire Morandini sur CNews. C'est une histoire qui mêle justice, loyauté d'entreprise et des lignes rouges qui ont été, disons-le, allègrement franchies. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord planter le décor. On est dans l'univers médiatique de Vincent Bolloré. Et là, il y a une règle d'or, une valeur qui prime sur presque tout le reste, la loyauté. Une loyauté quasi totale envers la direction et le groupe. Et c'est là que le drame se noue. Que se passe-t-il quand cette culture de la loyauté absolue se heurte de plein fouet à une décision de justice? Et pas n'importe laquelle, une condamnation finale. C'est tout l'enjeu de cette crise qui a fait trembler les murs de CNews. Allez, voyons comment tout a démarré. Tout part d'une étincelle. L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, c'est une décision de justice. Et attention, on ne parle pas d'une mise en examen ou d'un jugement en première instance. Non, là, c'est la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, qui a parlé. Un point final. Plus de recours possible. Le 14 janvier 2024, le verdict tombe. La condamnation de l'animateur Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs est rendue définitive. Les faits sont extrêmement graves, des échanges à caractère sexuel avec des adolescents qui se sont déroulés sur plusieurs années. Et la peine, eh bien, elle est à la hauteur de la gravité des faits. On parle de 2 ans de prison avec sursis, une amende, et surtout une interdiction à vie d'exercer une activité au contact de mineurs, plus l'inscription au fichier des délinquants sexuels. C'est lourd, c'est clair. Et pourtant, malgré ça, la direction de CNews va prendre une décision absolument stupéfiante. Voilà, c'est là, précisément, que tout bascule. La direction décide de le garder à l'antenne. Son émission, Morandini Live, est maintenue comme si de rien n'était. Imaginez l'onde de choc que cette décision provoque, d'abord au sein de la rédaction, puis bien au-delà. Évidemment, le front uni que la direction espérait sans doute afficher ne va pas tenir très longtemps. La première fissure apparaît publiquement de façon assez spectaculaire en plein direct. C'est Sonia Mabrouk, une des figures de la chaîne, qui allume la mèche. Interrogée par un député, elle prend ses distances. Et écoutez bien ces mots, ils sont choisis au millimètre. Par fidélité, semble-t-il. Ce petit semble-t-il, il dit tout. Elle en profite pour rappeler son engagement contre les violences sexuelles et avoir une pensée pour les victimes. Le message est passé. Et cette prise de parole, elle ouvre une brèche. D'autres grandes voix de la chaîne, comme Pascal Proud ou Laurence Ferrari, expriment leur malaise tout en restant très prudents. Mais en face, d'autres, comme Christine Kelly, le défendent publiquement. D'un coup, on voit 2 camps se dessiner. La rédaction est fracturée. La tension qui couvait en interne allait forcément exploser. Et l'explosion, elle n'a pas lieu à l'antenne, sous les projecteurs, non. Ça se passe dans un endroit bien plus brutal, les coulisses. On est le matin du 5 février. Imaginez la scène, la loge maquillage. L'ambiance est sûrement déjà tendue avant le direct, mais là, elle va devenir carrément électrique. D'après des témoins, le directeur général de CNews, Serge Nedjar, interpelle très violemment Sonia Mabrouk. Devant tout le monde, il lui lance cet ultimatum, brutal, sans appel. Morandini reste, et si t'es pas contente, tu sais où est la sortie. Le message est clair, circuler, y a rien à voir, la ligne est fixée. La réponse de Sonia Mabrouk est aussi courte que cinglante. Apparemment, elle lui aurait juste demandé « Alors, c'est moi la porte ?» Imaginez le silence glacial qui a dû suivre cette question. Cette altercation, c'est le point de non-retour. On raconte qu'elle est allée s'isoler un moment, complètement secouée, avant d'assurer quand même son interview. Mais le mal est fait. Elle refuse de présenter son émission de la mi-journée. Et les conséquences de ce clash vont se propager à une vitesse folle. À partir de là, tout s'accélère. Regardez la chronologie, c'est fou. Le clash a lieu le 5 février, le 6, Sonia Mabrouk redémissionne. Pendant ce temps, la pression politique monte d'un cran, des partis de tous bords, même le Rassemblement national, boycottent l'émission. La situation devient intenable et quelques jours plus tard à peine, Morandini est finalement retiré de l'antenne. Et là, le conflit, qui était interne, explose sur la place publique. C'est une véritable guerre de communication qui commence. D'un côté, Sonia Mabrouk, qui justifie son départ au nom de l'éthique et de la défense des victimes. De l'autre, Jean-Marc Morandini qui contre-attaque et l'accuse d'opportunisme de se servir de cette affaire pour négocier un meilleur contrat ailleurs. Et comme toujours, dans ce genre d'affaires, plusieurs récits s'affrontent. Il y a ceux qui minimisent la condamnation, ceux qui pensent que le départ de Sonia Mabrouk était inévitable vu la ligne de la chaîne, mais un fait est là. La pression interne et externe a été si forte que même la direction a dû lâcher. Morandini était devenu, comme on dit, le boulet. Bon, mais au-delà du clash, des personnalités, de l'anecdote, qu'est-ce que cette affaire nous dit vraiment? Qu'est-ce qu'elle révèle sur les médias en France aujourd'hui? Ce qui est fascinant, c'est de voir le choc de plusieurs forces. D'un côté, la logique économique pure et dure. Son émission faisait de l'audience, donc elle rapportait de l'argent. Il y a aussi la stratégie idéologique. Le garder, c'était un acte de défi, une façon de renforcer l'image anti-système de CNews. Et ces 2 logiques se sont heurtées à la loyauté d'entreprise.
mais surtout à une pression éthique de plus en plus forte. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée à la porte de la chaîne, non. L'impact a été tel que l'affaire est remontée jusqu'au Parlement. Vincent Bolloré lui-même a dû venir s'expliquer devant une commission d'enquête. Ça montre bien que la question de la responsabilité des médias est devenue un sujet politique majeur. Au final, tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui est plus que jamais d'actualité. Entre les impératifs économiques, les stratégies idéologiques et le pouvoir, où est-ce qu'un média doit tracer la ligne? Où se situe la frontière infranchissable de la responsabilité éthique? La question reste ouverte.